Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout Monsieur Todorien. On se retrouve pour une nouvelle review, celle du deuxième épisode de la série Netflix One Piece. Alors je rappelle que ces reviews sont entièrement spoilers, que ce soit au niveau du manga comme de la série. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, et si vous n'avez pas lu le manga, je vous déconseille d'écouter ces reviews. Je ferai possiblement une vidéo pour parler de la série dans sa globalité pour le public néophyte, mais ça sera plus tard. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur le côté un peu, on est fan, on en parle entre fans de One Piece. Donc voilà, vous voici prévenu. Donc ce deuxième épisode, alors déjà je voulais un petit peu commencer par la scène d'intro que je trouve assez touchante, par exemple quand Luffy se met à écouter un petit peu ce que fait Nami, il essaye de l'imiter en collant son oreille sur celle de Nami en mode moi aussi je veux écouter. J'ai trouvé cette scène trop mignon parce que tu vois du coup le décalage assez important entre les deux personnages, à savoir Luffy qui veut devenir assez proche, assez intime avec celle qu'il considère déjà comme sa navigatrice, et donc avec qui voilà du rapprochement ça lui pose pas de problème, et Nami qui est hyper froide parce que elle a son objectif à elle est là pour son propre intérêt, et puis surtout, elle déteste les pirates, donc tu vois un petit peu le décalage, et puis j'ai bien aimé le petit instant de froideur un peu colérique de Luffy quand Nami balance son chapeau, il est là en mode hey, c'est pas cool ça, ok? Genre en mode, il est pas énervé, mais il est un peu vexé, il fait comprendre son désaccord sans pour autant être autant violent que Nami. J'ai bien aimé. Et puis l'apparition du bateau de Baggy, je sais pas vous, mais moi ça m'a énormément rappelé Thriller Bark, avec le truc du baril explosif qui envoie un grand signal de fumée dans le ciel pour prévenir un petit peu où sont les bateaux, enfin ce qui prévient du coup de Gecko Moria, et puis le bateau de Brook qui arrive près du Sunny avec ses voiles immenses. Moi ça m'a fait beaucoup penser à cette scène. Je sais pas du tout si c'est un clin d'œil, s'il y a juste moi qui ai vu ça, mais voilà, cette introduction d'épisode m'a beaucoup fait penser à l'introduction de l'arc de Thriller Bark, donc bien plus tard dans le manga. Et donc alors, on est du coup à l'arc je crois que c'est Orange, la ville qu'elle s'appelle, donc l'arc de Baggy. Le trio se fait donc capturer et emmené dans un grand cirque, donc le repère de Baggy. J'ai trouvé ça excellent. On est encore dans cette logique, comme dans l'épisode 1, de raconter un arc. On racontait l'arc du manga, mais différemment, de sorte à pas y rester trois plombes et sans pour autant perdre trop de la richesse de l'arc. Alors oui, il y a des choses qu'on perd, bien évidemment. Même si on voit le maire et Chouchou, le petit chien, bah oui, on n'a pas l'histoire sur eux. Voilà, bien évidemment, il y a des éléments narratifs qui manquent. Mais l'essence même de ce qu'il faut raconter, notamment avec Baggy et avec toute la haine que porte Nami pour les pirates, et toute la tout le lien qui unit Luffy, Baggy et Shanks, on le retrouve. C'est assez bien raconté, je trouve. Donc ça c'est chouette. Baggy, honnêtement, j'ai rien à redire. Je le trouve exceptionnel. J'ai écouté en VO et en VF. Grosse mention pour la VF, donc c'est le doubleur français de Malcolm, de la série Malcolm, qui double ce personnage, et il le double à merveille. Il double tellement bien, à la fois le côté je suis hyper creepy, et à la fois je suis un peu dérangé et tout, genre tous les jeux de mots avec le nez, tout ça, ces moments où il pète son câble parce qu'il croit qu'on parle de son nez et tout, ou alors il s'adresse à la foule en mode non, le spectacle c'était pas bien et tout. Vraiment ça marche de fou. Ça marche de fou, on est complètement sur un Baggy à la fois flippant et à la fois et à la fois un peu burlesque, parce que en fait moi il y a un truc que je trouve qu'il faut pas oublier, c'est que je trouve que souvent les gens ils ont en tête les personnages à l'heure actuelle dans le manga et pas de comment ils étaient au début.
J'entends par là que, dans la tête de beaucoup de gens, Baggy c'est un bouffon et Shanks c'est quelqu'un de hyper badass. Oui, parce que à l'heure actuelle, dans le manga, et ça fait depuis des années que ça dure, Shanks est devenu effectivement quelqu'un de très badass, et Baggy est devenu un gros bouffon à qui il se fait enrôler pour tout et n'importe quoi. Mais au début du manga, honnêtement, je vous invite à relire les premiers chapitres du manga, Shanks, il a rien de badass, et Baggy, il est pas si clownesque que... Enfin, il a quand même un petit côté malsain, Baggy, dans les premiers chapitres. Peut-être moins dans l'animé, parce que t'as les couleurs et tout. Mais honnêtement, Baggy, au début du manga, dans les premiers chapitres, il a quand même des moments où... il fait un peu psychopathe. Donc honnêtement, là, je trouve que le côté psychopathe de Baggy est très bien retranscrit. Le fait d'avoir construit un repère dans un cirque et tout, j'ai trouvé ça très malin. Il manque des choses... Mais j'aime bien le petit clin d'œil qu'ils ont fait par rapport au lion, par exemple. Il est là en mode il est où mon lion dansant? J'ai trouvé ça rigolo, voilà, petit clin d'œil en mode on se moque un petit peu de notre manque de budget. Ça, j'ai trouvé ça assez cool. Ce que j'ai trouvé aussi très cool, c'est tous les parallélismes qu'il peut y avoir entre Luffy et Baggy et aussi Garp. Je trouve ça très malin d'avoir séparé le flashback de Luffy sur 2 épisodes et pas d'avoir mis tout le flashback dans le premier épisode, parce que du coup, on fait beaucoup plus de parallèles. Ce que fait Luffy dans le présent a beaucoup plus de sens pour le spectateur, parce qu'on voit ce qui s'est passé dans le passé. Notamment, voilà, le fait que Shanks dise... Alors, certes, c'est dans l'épisode d'avant, mais le fait que Shanks dise, voilà... non, c'est dans le même épisode, pardon, je dis n'importe quoi, c'est dans le même épisode. Quand Shanks s'en prend au brigand des montagnes, parce qu'il lui dit, bon, moi tu peux m'insulter, mais t'insultes pas mes amis, ça c'est hors de question. Et le fait que Luffy fasse ça dans le même épisode contre Baggy, du coup t'as des parallèles qui sont beaucoup plus parlants. Pareillement quand il est question du chapeau de Luffy, quand tu vois que Baggy déchire le chapeau et tout, quand Nami balance le chapeau et tout, le fait d'avoir le flashback en parallèle, ça rend la narration plus symbolique que dans le manga où t'avais d'abord le flashback, puis tu revenais au présent, puis t'avais toute l'histoire du présent. Là, je trouve que ça apporte une réelle plus-value au personnage de Luffy. Et puis j'aime bien aussi le parallèle qui est fait avec Garp. Je vais un peu parler de Garp, du coup on va faire un peu un parallèle avec Garp, parce que j'aime bien aussi pareillement le fait que Luffy, en 2 épisodes, il explique autant à Koby que à Nami par exemple, que pour lui, il y a autant des bons pirates que des mauvais pirates. Luffy, il essaye vraiment de faire comprendre à son entourage que mais non, moi je suis un pirate différent, moi je suis pas comme Baggy, pour moi c'est pas, enfin moi c'est pas ça ma définition d'être pirate, moi je suis pas comme ça. Donc ok, il y a des confrères entre guillemets qui sont très différents de moi. Et je trouve qu'il y a un peu le même discours avec Garp, qui en fait, en décidant de punir le capitaine Morgan et en se rapprochant de Koby, il y a aussi cette logique de... Il y a plusieurs types de justice qui sont menés par la marine, mais moi, ce qu'a essayé de faire Morgan, moi, c'est pas ma vision de la marine. C'est pas ma vision de la justice. Et j'aime bien aussi le fait que Garp, un peu instinctivement, il se rapproche de Koby parce qu'il voit en Koby possiblement ce qu'il aurait voulu voir en Luffy. Au début, j'étais assez sceptique. Je vais pas en parler là de long en large, mais au début j'étais assez sceptique de la présence de Garp, parce que je me disais ok, ils essaient d'en faire une sorte de Smoker Beast, c'est-à-dire une intrigue avec un membre de la marine qui poursuit Luffy, mais j'étais assez sceptique parce que Garp, il est quand même, enfin vu le grade de Garp, étant donné le fait que c'est lui qui a capturé Gold Roger, il devrait absolument pas galérer à capturer Luffy, à retrouver Luffy. Enfin, ça ridiculise un petit peu Garp, qui est censé être une légende, de galérer contre le fait de rattraper son petit-fils, quoi. Donc, au début, je comprenais pas. On en reviendra plus tard dans mes reviews, parce qu'au final, quand j'ai vu ce qu'ils ont voulu faire en fait avec Garp jusqu'à la fin de la saison, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je peux comprendre la vision, ce qu'ils ont voulu raconter, donc ok, pourquoi pas. Mais je vous avoue qu'au premier visionnage de la saison, des premiers épisodes, j'étais très dubitatif sur la présence de Garp. En fait, que Garp soit dans la série, ça me dérange pas, mais qu'il soit autant... Qui ait ce côté chat et la souris avec Luffy, jeu du chat et la souris avec Luffy, je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas, et je trouvais qu'on allait perdre un peu de la puissance de Garp
En fait, ça donne de l'importance à Luffy alors qu'il est censé être Monsieur Personne encore à l'heure actuelle. C'est à partir du moment où il bat Arlong, normalement, que là, oui, il commence à devenir quelqu'un, un pirate et tout. Mais là, le fait qu'il se fasse poursuivre par un vice-amiral dès le début de l'aventure, bah, je trouvais ça bizarre parce que du coup, ça donne déjà une grande importance à Luffy alors qu'il n'est pas censé en avoir. Donc, je comprenais un peu mal ce choix. Mais au final, j'arrive à l'accepter un petit peu. Je me dis pourquoi pas. Et donc oui, voilà, en fait, moi, et pareil, le fait d'avoir vu un peu toute la saison, bah, je me suis rendu compte que effectivement, le fait que Garp veuille autant tirer les vers du nez de Kobe et autant le recruter, enfin être sûr que ce sera un bon marine, le fait qu'il veuille autant le tester, c'est parce que il doit sentir instinctivement qu'ils ont une vision de la marine très similaire et que il voit en Kobe ce qu'il aurait voulu avoir avec Luffy, quoi. Je pense qu'il voit beaucoup Luffy en Kobe. Il est frustré que Luffy n'ait pas suivi cette voie-là, et donc il se dit qu'avec Kobe, c'est peut-être un peu plus simple. Tu sens qu'il a du respect pour sa sincérité, pour sa volonté, pour sa vision de la justice. Et donc ça, c'est assez attachant, je trouve. Ensuite, pour revenir un petit peu à l'équipage, notamment à Zoro et Nami, j'ai bien aimé le traitement qu'ils ont aussi quand ils sont emprisonnés, parce que tu sens que la sincérité de Luffy est très contagieuse, en fait. C'est-à-dire que Zoro, il le dit lui-même, il le dit, bon bah voilà, Luffy, j'ai pas besoin de croire en lui, il croit suffisamment en lui-même, il croit d'abord en lui, et donc il faut croire que c'est contagieux parce que bah moi aussi je commence à croire en moi et tout. Enfin tu vois, il y a ce côté tu sens que Zoro commence à instaurer un climat de confiance grâce au fait que Luffy croit en lui et en son équipage. Et puis il y a un peu la même avec Nami qui tout le long de l'épisode est très froide par rapport à Luffy et à Zoro, parce que dans sa tête il n'y a qu'un seul type de pirate, et le fait de voir Luffy qui libère les villageois à la fin, le fait qu'il affirme que non, moi je suis pas comme les autres et tout, et bah à la fin, voilà, tu as Nami qui s'ouvre beaucoup plus à Luffy. Tu sens que voilà, elle commence à sourire, il commence à y avoir de l'affection pour elle envers Luffy, à tel point qu'elle lui répare, enfin elle lui recoue son chapeau de paille. Donc j'ai vraiment aimé que dans cet épisode, le trio se resserre. Les liens du trio se resserrent. La joie de vivre et la confiance de Luffy déteint véritablement sur ses compagnons. Donc ça, je trouve ça très très cool. J'aime bien aussi, j'ai bien aimé tout le côté espiègle un peu de Nami, mais qui ne fonctionne pas en fait, parce que quand elle sort du chapiteau, tu vois la ville qui est dévastée, donc forcément tu comprends que ça lui rappelle l'enfer qu'elle a dû vivre à Kokoyashi. Attendez, je bois un peu d'eau. Tu sens le trauma en fait, et du coup, bah, ça la rattrape et ça l'empêche de faire quoi que ce soit, et elle se fait recapturer. Donc je trouve ça assez malin. Et alors oui, j'ai pas fini d'ailleurs de parler du parallèle entre Luffy et Baggy. Parce que moi j'ai bien aimé le parallèle qu'il y a eu effectivement entre eux, parce que il y a Shanks qui les relie, et tu vois qu'il y a une certaine rivalité entre Luffy et Baggy, parce que eux deux veulent devenir roi des pirates, mais autant Luffy il le fait pour l'aventure, autant Baggy le fait pour être reconnu, pour obtenir de la reconnaissance et de l'amour. Et tu vois que c'est un peu ce qu'il essaye de faire avec en emprisonnant les villageois sur ses gradins. Tu sens qu'il veut être la star, il veut être aimé, acclamé, mais il le fait très mal. Luffy il le comprend, il le dit bah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis pareil, j'aime bien le fait que... alors, je dis peut-être une connerie, mais je crois que Baggy, c'est le seul personnage avec Luffy qui donne des noms d'attaque à ses attaques, justement. Je crois, hein.
j'ai pas souvenir que les autres personnages, enfin Kuro, etc., donnent des noms à leurs attaques, alors que Baggy, oui. Donc ça appuie encore plus un parallélisme entre Luffy et Baggy. C'est qu'ils sont un peu pareils, mais ils empruntent pas du tout les mêmes voies, mais ils ont un peu le même délire. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Ça j'ai trouvé ça cool, et puis voilà, enfin, nous les lecteurs de manga, on sait à quel point, voilà, ce qui liait Shanks à Baggy et pourquoi il est autant remonté contre lui, voilà, toutes ces choses là on sait un peu. Donc non, honnêtement j'ai trouvé ça bien raconté, bien fait. Les effets spéciaux de Baggy sont très bien faits aussi. Je crois que ça doit être ma CGI préférée pour un personnage. La fragmentation de Baggy, je pense que ce sont mes effets spéciaux préférés. Pour un antagoniste et tout, c'est le combat où je me suis un peu senti le plus investi. J'ai trouvé que les chorégraphies ça marchait bien. Non, honnêtement c'était très propre, même le mini Baggy à la fin, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. C'est à la fois drôle et creepy, donc ça respecte complètement, enfin c'est limite une plus-value avec le manga, parce que dans le manga ça en devient vraiment ridicule très vite quand il se défragmente, alors que là il y a quand même ce côté, c'est un peu bizarre, c'est un peu malsain, et quand il est petit c'est un peu gênant, il est drôle, il est rigolo en mini Baggy, mais ça reste quand même un petit peu gênant. Ensuite, pour revenir aussi pareil un petit peu sur les flashbacks, les parties flashbacks, j'ai trouvé la scène où Shanks donne le chapeau à Luffy très émouvante. Mais pourquoi très émouvante? Parce que j'ai trouvé que le petit jouait très juste. J'ai adoré le jeu du petit Luffy. Je me souviens pas du nom de l'acteur, mais j'ai trouvé très juste dans son interprétation, parce que autant dans le manga tu sens que c'est un petit gamin, un petit pleurnicheur et tout, il pleure comme un petit gamin un peu un peu surexcité, alors que là on est plus dans un côté paternel, un côté admiratif. Moi je trouve qu'on ressent beaucoup plus le côté admiration. Je suis ultra triste que mon père s'en aille sans moi. J'ai beaucoup plus ressenti ça dans la série que dans le manga. Donc honnêtement, j'ai été très ému par l'interprétation du petit Luffy. Et j'ai adoré le monstre marin. Alors, j'ai trouvé ça dommage qu'ils aient pris un sound design, le cri sound design du T-Rex de Jurassic Park. moi j'adore le premier Jurassic Park, donc du coup je l'ai reconnu instantanément, le cri du T-Rex, donc j'ai trouvé ça dommage de prendre un cri autant reconnaissable et de pas avoir pris un cri un peu plus singulier. Je trouvais ça un peu dommage, mais sinon je l'ai trouvé extrêmement bien fait. J'adore le plan où tu le vois nager en dessous de la barque. J'ai adoré ce plan, tu sens vraiment la menace, il est hyper menaçant. J'aurais peut-être changer un peu la mise en scène de l'arrachage de bras de Shanks, parce que effectivement ça manquait un peu de gore, je pense, le bras de Shanks, mais ça reste du détail, je trouve pas que ça enlève trop à la scène non plus. Donc non, honnêtement, cette scène, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien. Pareil, quand il dit à la bestiole de dégager, pareil, moi je trouve que ça fonctionne bien, donc honnêtement, rien à redire là-dessus. Pour terminer, j'aimerais quand même parler un petit peu de la réalisation, parce que là, on commence à voir quand même les limites budgétaires du live action. Ça n'enlève rien à toutes les qualités, il y a quand même des qualités il y a des trucs qui fonctionnent bien, comme tout ce que je viens d'évoquer. Mais effectivement, là j'ai commencé à voir les limites du live action. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de plans larges. J'ai remarqué, quand je regarde une série, un film, enfin une œuvre cinématographique, j'ai besoin de me situer dans l'espace. Et là, en fait, tu vois que, dans le présent en tout cas, dans l'arc de Baggy se résume à 3 décors en fait. Allez, on va dire 4 si tu comptes le port. Mais t'as juste le chapiteau, la salle où Nami et Zoro sont emprisonnés, et la ville détruite, et le port. C'est un peu les seuls endroits. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que
on le voit là, mais on va le voir aussi dans tout le long de la série, c'est tu sens un petit peu le côté on est dans un studio, on est dans un faux décor. Parce que jamais tu vas voir, je sais pas, je dis n'importe quoi, jamais tu vas voir les chapeaux de paille faire le trajet entre le chapiteau et le bateau, tu vois, et leur bateau. Tu vas pas voir, tu vois, il y a beaucoup de plans très rapprochés, mine de rien. C'est souvent des plans très rapprochés. Tu vas voir des focales qui vont un petit peu déformer les visages pour donner une impression de profondeur, pour tricher sur la profondeur. Et puis le public, pareillement, tu sens qu'ils sont pas hyper entraînés à jouer en fait. Il n'y a pas beaucoup d'interaction avec le public. Le public, enfin la figuration, elle joue pas extrêmement bien. Je l'ai pas trouvé hyper impliqué dans leur jeu. Donc tu sens effectivement un petit côté amateurisme sur la mise en scène, sur la réalisation, sur où placer la caméra. Il va jamais y avoir de plans extrêmement impressionnants et bien composés. Il va jamais y avoir une foule qui est hyper démonstrative. Donc tu sens que les gens à la mise en scène, ils ont pas... c'est pas des gens qui ont, je pense, un grand... comment dire, un grand CV, quoi. Après, je les connais pas tous, mais je pense que c'est normal. Hein. Je pense que les gens qui ont accepté de bosser sur ce projet n'ont pas forcément une grande notoriété dans le cinéma, parce que je pense que beaucoup de gens très compétents ont été appelés sur ce projet, mais par peur de se faire blacklister et de rater le projet, parce que c'était quand même un projet hyper casse-gueule et hyper pas facile à tenir, je pense que dans cette logique-là, il y a beaucoup de grands noms qui ont refusé, et donc je pense qu'il y a eu... Voilà, voilà, c'est quand même d'un point de vue mise en scène, ça reste un épisode. Dans sa narration, c'est très bien, mais on est quand même très cloisonné. Ça reste un épisode où on est quand même très cloisonné, où on essaye le plus possible de cacher la misère, tu vois. On essaie le plus possible de rentabiliser les décors, on essaie de rester le plus possible dans les décors qu'on a construits, et on n'essaye pas de faire trop de scènes en extérieur, même avec Garp et Kobe, hein, typiquement, les scènes de Garp et Kobe, c'est un peu dans les mêmes environnements, on retourne dans les décors de l'épisode 1, on découvre pas vraiment de nouveaux décors à Shelltown, tu vois, on retourne sur la scène de l'échafaud et tout, donc tu sens le côté, voilà, le côté un peu toc, le côté un peu faut qu'on tourne le plus de scènes possible là-dedans, parce qu'il faut le rentabiliser, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de décors, quoi, de décors réels. Donc voilà, dans cet épisode tu commences à voir les limites quand même du live action, de la réalisation, de la mise en scène, mais ça passe quand même, parce que comme je le disais dans ma précédente review, parce que les personnages, parce que l'intention de bien faire, parce que l'histoire est bien racontée malgré tout. Et en fait, c'est bizarre à dire, parce que les épisodes ont certes coûté extrêmement cher, mais tu sens quand même que ça manquait de gens très inventifs et très compétents à la mise en scène, et qui avaient ce côté, on veut quand même rester très proche du manga. Donc, effectivement, tu sens que c'est pas hyper explosif dans la réalisation, et que ça reste, et donc malgré qu'il y ait beaucoup de budget, tu sens quand même que ça cherche pas à trop s'étaler non plus, et ça reste concentré sur ce qu'ils savent faire, sans vraiment tester de choses très impressionnantes. Voilà, ça reste, je trouve, je dis pas ça méchamment, mais je trouve que ça reste du cinéma très basique, des décors, on va dire, basiques. Alors oui, ça a été une prouesse de tous les construire, parce que tu sens que chaque décor a de la personnalité, parce que c'est les décors du manga. C'est des décors qui ont été faits pour cette histoire, mais du coup, tu sens, voilà, que ça veut rester absolument dans ces décors-là, et que ça veut pas vraiment aller autre part. Tu vois jamais vraiment de trajet des personnages, tu vois, comme on peut voir dans plein de films ou séries, donc voilà, c'est un petit peu le bémol. J'ai bien aimé le thème de Baggy, le thème musical de Baggy. J'ai trouvé qu'il fonctionnait bien. Après, oui, c'est vrai que
le thème principal, tu sens qu'il est quand même réutilisé à beaucoup de sauces. Et j'ai trouvé ça. Alors peut-être que j'ai mal écouté, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir entendu un thème pour Nami, un thème pour Zoro, comme dans l'anime et tout. Je trouve que c'est un peu le même thème pour tous les Mugiwara. Je trouve ça un peu dommage pour l'instant, mais ça reste quand même des musiques. Des musiques assez chouettes. Voilà ce que j'avais à dire pour ce deuxième épisode de la série Netflix One Piece. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la suite des reviews. Je vais essayer de pas trop tarder pour les sortir, mais voilà, j'ai pas non plus envie de m'abrutir. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à consulter le différent contenu sur la chaîne. Il y aura sans doute du contenu pop culture qui pourrait vous plaire. Qui sait ? Prenez soin de vous les gens. Ciao.